Bienvenue pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on s'attaque à l'histoire du Belize en s'appuyant sur les travaux très intéressants de l'historien Jean-Marcel Gauget. Oui, un regard assez unique sur ce pays. Exactement. Notre mission, décrypter un peu comment ce petit pays mésoaméricain, souvent un peu dans l'ombre de ses voisins, comment il s'est construit. Hmm. On va regarder sa géographie, sa biodiversité qui est incroyable, et puis bien sûr tout son parcours historique, des Mayas jusqu'à l'indépendance qui est finalement assez récente. Très récente, oui. Et Gauget, il utilise des mots forts, il parle d'état interlope et d'exception agaçante. Ça pique la curiosité, non? Ah oui, c'est intriguant. Quand il dit interlope, ça veut dire quoi concrètement? Une sorte de zone grise, un peu en marge. C'est tout à fait ça. Interlope, ça renvoie à quelque chose d'un peu louche, de pas tout à fait officiel ou légal. D'accord. Et appliqué au Belize, ça colle parfaitement à ses origines. La piraterie d'abord, puis une colonisation britannique un peu improvisée, quoi. Et longtemps contestée par l'Espagne. Mhm. Ajoutez à ça une économie basée sur l'exploitation forestière assez brutale, et tout ça dans une région dominée par l'Espagne. C'est cette histoire un peu hors norme qui en fait une exception, parfois agaçante, pour comprendre l'Amérique centrale hispanophone classique. D'accord, ça pose un cadre super intéressant. Alors, pour bien comprendre, commençons par le début, la géographie. Le Belize, c'est tout petit, hein, moins de 23 000 km². Oui, vraiment petit. Coincé entre le Mexique au nord, le Guatemala à l'ouest et au sud, et sa seule façade, c'est la mer des Caraïbes. Cette géographie, elle a joué quel rôle dans cette histoire interlope? Un rôle absolument crucial. D'abord, cette côte Caraïbe, très longue, plus de 300 km, et elle est bordée par une barrière de corail immense. La fameuse barrière, oui, la deuxième plus grande du monde, c'est ça. Exactement. Et cette barrière, elle crée toute une zone côtière très complexe. Il y a quelque chose comme 450 îlots, l'écaille, L'écueil, oui. des mangroves. C'était un refuge parfait, tu vois. Difficile d'accès pour les gros navires espagnols, mais idéal pour les petits bateaux rapides des pirates au XVIe siècle. Logique. Et puis après, pour les exploitants forestiers britanniques qui cherchaient justement à échapper au contrôle espagnol. Donc un littoral qui protège, mais un intérieur peut-être plus difficile. Le climat est tropical, chaud, humide, saison des pluies, cyclone, C'est ça. et le paysage varie. Des plaines marécageuses au nord, et puis des montagnes au sud, les monts Maya. Ça monte à combien d'ailleurs? Un peu plus de 1100 mètres au Deuils Delight. Pas énorme, mais l'intérieur, c'est surtout de la forêt tropicale très dense, D'accord. traversée par des fleuves comme le Belize River. Pour les Espagnols, dont le modèle colonial c'était plutôt les hauts plateaux, les grandes plaines, c'était difficile à pénétrer, à contrôler. Alors que les Britanniques? Eux, ils se sont focalisés sur l'exploitation de cette forêt. L'acajou surtout, c'est l'arbre national aujourd'hui, et puis le campêche, un bois pour la teinture. Ah oui. Leur campement était isolé, souvent accessible que par les fleuves. Ça renforçait ce côté un peu hors la loi, ou en tout cas hors du contrôle centralisé. Et cette nature, elle est spectaculaire aussi. On pense au grand trou bleu, le Great Blue Hole. C'est quoi au juste ce truc? Une cénote sous-marine. C'est ça? Un gouffre naturel, une ancienne grotte dont le toit s'est effondré, mais sous la mer. Probablement une époque où le niveau marin était plus bas. Fascinant. Une formation géologique assez unique. C'est devenu un spot de plongée mondialement connu. Mais ce n'est qu'un exemple. La biodiversité est dingue. Il y a des jaguars, c'est ça? Oui, des jaguars protégés dans la réserve de Coxcomb. Des tapirs, des toucans, plein d'oiseaux. L'orchidée noire, c'est la fleur nationale. Un trésor naturel, vraiment. Mais Gauget parle aussi de sa fragilité. Déforestation, pollution. C'est le revers de la médaille de cette histoire d'exploitation. Absolument. L'acajou, ça a été le moteur économique historique, mais ça a causé une déforestation importante. Et aujourd'hui, l'agriculture, l'industrie, ça rajoute la pollution de l'eau. C'est une tension permanente. Un fil conducteur, comme il dit. Voilà. D'un côté, le besoin économique d'exploiter, de l'autre, la conscience de la valeur de cet environnement et les efforts pour le sauver. On voit des initiatives, des grandes réserves comme Rio Bravo ou la Belize Maya Forest achetée récemment par des ONG. Un équilibre difficile à trouver. Très difficile. Et ce défi, il est toujours d'actualité. D'accord. Cet environnement a donc façonné une histoire humaine particulière. Alors, avant les Européens, il y avait les Mayas. Le texte dit que leur civilisation était moins structurée à l'arrivée des Espagnols. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire que quand les Espagnols arrivent, au début du XVIe, Colomb en 1502, puis Pinzon et Solis un peu après,
Ils ne trouvent pas de grandes cités-États très actives comme Caracol ou Lamanaï qui existaient des siècles avant. Elles étaient déjà abandonnées ou moins importantes? Oui, la population maya était plus dispersée, moins centralisée, peut-être affaiblie par des problèmes internes ou environnementaux, on ne sait pas trop. D'accord. Ça a sans doute facilité l'arrivée des Européens, même si, attention, les Mayas locaux, ils ont résisté. Ils n'ont jamais été complètement soumis, ni par les Espagnols, ni après par les Britanniques. Leur présence, leur résistance, c'est un autre fil rouge important de l'histoire du Belize. Et donc les Espagnols explorent, mais ils ne s'installent pas vraiment durablement. Non. Ce sont les Britanniques qui le font, dès 1638. Et même avant, les pirates anglais utilisaient la côte, on retombe sur ce côté interlope. Exactement. Dès 1568, la côte du Belize, c'est une base arrière pour les corsaires. Puis les pirates anglais. Ils attaquent les convois espagnols. La barrière de corail, les cailles, les estuaires, c'était plein de cachettes idéales. Et c'est comme ça que l'histoire officielle du Belize commence en fait. Pas par un plan de colonisation, mais par des initiatives privées un peu illégales. Voilà. Illégal aux yeux des Espagnols en tout cas. Et le truc vraiment fou, c'est qu'après, quand l'Angleterre et l'Espagne signent un accord en 1667 pour arrêter la piraterie, ces mêmes pirates, ils se reconvertissent dans l'enfre basse. Comment ça marche? C'est une transition assez incroyable. Bon, certains continuent la flibuste discrètement, hein. Parfois, ils s'allient avec des indigènes, et les Mayas ou les Miskitos de la côte du Nicaragua. Ah oui! Mais beaucoup, comme ils connaissent super bien la région et qu'il faut bien vivre, ils se tournent vers l'exploitation du bois, l'acajou qui vaut cher en Europe pour les meubles, et le campêche pour teindre les tissus. Et ils utilisent les mêmes méthodes, les mêmes endroits. Exactement. Les mêmes réseaux, les mêmes criques, et la même main-d'œuvre souvent, des esclaves ou des travailleurs forcés. Et puis la même mentalité un peu, on fait ce qu'on veut, quoi. Donc, il y a une sorte de continuité entre la piraterie et l'exploitation forestière. Ça devait créer une tension énorme avec les Espagnols, j'imagine. Une tension permanente. Les Espagnols, eux, ils considéraient toujours que ce territoire était à eux, même s'ils ne l'occupaient pas vraiment. Ils voyaient les Britanniques comme des intrus. Complètement. Des intrus, des contrebandiers, des anciens pirates, et surtout une menace, parce que parfois les Britanniques armaient les indigènes contre les Espagnols. Ah, carrément. Oui, et ces Baymen, c'est comme ça qu'on les appelait, les colons de la baie du Honduras, ils recevaient du soutien, plus ou moins officiel, de la Jamaïque, qui était la grande base britannique dans les Caraïbes. Et les Espagnols, ils ont essayé de les chasser? Plusieurs fois. Ils ont lancé des expéditions militaires, mais sans jamais réussir à les déloger pour de bon. Cette rivalité, elle marque toute cette période. Le traité de Paris en 1763, ça change quelque chose. Il légalise l'exploitation forestière britannique. Oui, et non, c'est compliqué. Il reconnaît le droit des Britanniques de couper et d'exporter le bois, mais en même temps, il réaffirme que le territoire appartient à l'Espagne. Un compromis un peu bancal, quoi. Voilà, ça attire plus de colons britanniques, mais ça ne règle rien sur le fond. Un autre traité, en 1783, essaie de fixer des limites géographiques, mais les Baymen les dépassent tout le temps. La méfiance est totale. Et les Espagnols du Yucatan voisin, ils accusent les Britanniques de soutenir les révoltes mayas. Oui, ouvertement. Surtout pendant la terrible guerre des castes qui commence en 1847 au Yucatan. Il semble assez clair que les Britanniques vendaient des armes aux Mayas révoltés. C'était dangereux, mais profitable. Et au cœur de tout ça, cette économie forestière, il y a l'esclavage. Le texte dit qu'en 1796, on autorise l'importation de 1500 esclaves afro-caribéens. C'est absolument fondamental. Couper l'acajou, ces arbres immenses, dans la forêt hostile, c'était un boulot terrible, éreintant, dangereux. J'imagine. L'économie du Belize colonial repose entièrement sur le travail forcé des esclaves africains et de leurs descendants créoles. Ils venaient souvent d'autres colonies britanniques ou de zones comme la côte des Mosquitos. Et ça a marqué la société en profondeur. Énormément. La démographie multiethnique, les hiérarchies sociales, et ça a été aussi une source constante de résistance, de révolte. Gauguer le souligne bien avant l'abolition officielle de 1838. Cette période voit aussi arriver un autre groupe, les Garifunas, en 1802. C'est qui exactement? Alors, les Garifunas, c'est un peuple assez fascinant. Ils sont issus d'un métissage unique au XVIIe siècle entre des Africains qui avaient survécu à des naufrages de navires négriers et des populations amérindiennes, des Caraïbes et des Arawaks, sur l'île de Saint-Vincent. Un mélange unique? Oui, ils ont créé leur propre culture, ils ont résisté aux Français, aux Britanniques,
Mais après une grosse révolte à Saint-Vincent, les Britanniques les ont déportés en 1797 sur l'île de Roatán, au large du Honduras actuel. Et de là, ils sont venus au Belize. Beaucoup ont migré vers la côte du continent, oui, et notamment au Belize où ils se sont installés surtout dans le sud. Leur arrivée, ça ajoute encore une couche à la complexité culturelle du pays. Et pendant ce temps, les Britanniques continuent de gagner du terrain vers le sud jusqu'au fleuve Sarstoun. Il y a eu une bataille importante en 1798, c'est ça, hein? Oui, la bataille de St. George's Cay. C'est la dernière grosse tentative militaire des Espagnols pour virer les Britanniques. Et les Britanniques ont gagné? Oui, les Baymen ont gagné, avec l'aide d'un navire de la marine britannique. Pour le Belize, c'est vu comme un moment fondateur de l'identité nationale. Même si ça n'a pas réglé la question de la souveraineté. Ça a surtout, ça a bétonné la présence britannique sur le terrain. Et cette présence sur le terrain, elle finit par être reconnue par les voisins. Il y a ces traités avec le Guatemala en 1859 et le Mexique en 1893. Mais celui avec le Guatemala, il a laissé des traces, on dirait. Ah, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Ce traité, les 1859, il est crucial et super problématique. Le Guatemala reconnaît la souveraineté britannique au nord du fleuve Sarstoun. OK? Mais il y a un mais. Évidemment. En échange, la Grande-Bretagne promet de construire une route. Une route qui relierait le Pétin guatémaltèque, une région enclavée, à la côte Caraïbe, en passant par le Belize, pour leur donner un accès à la mer Atlantique. Et cette route n'a jamais été construite par les Britanniques. Jamais. Ah. Du coup, le Guatemala considère depuis que le traité est nul et non avenu. Et il revendique une grande partie du Belize, parfois même tout le territoire. Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. C'est un différend frontalier majeur qui empoisonne les relations entre les deux pays et qui a d'ailleurs beaucoup retardé l'indépendance du Belize. C'est fou que ça remonte si loin, hein? Et avec le Mexique, c'était plus simple. Oui, le traité de 1893 fixe la frontière nord sur le Rio Hondo. Le Mexique renonce à ses revendications plus au sud. Et point important, il s'engage à ne plus soutenir les Mayas rebelles qui utilisaient le nord du Belize comme refuge. D'accord. Donc, avec ces deux traités, même si le problème avec le Guatemala reste entier, le Belize atteint à peu près ses frontières actuelles. Et tout ça mène logiquement à un statut plus officiel, colonie de la couronne britannique en 1862, et le nom devient Honduras britannique. Pourquoi ce nom d'ailleurs? Probablement pour le distinguer du Honduras espagnol voisin, mais aussi pour rappeler l'importance de la baie du Honduras dans l'histoire de l'installation britannique. D'accord. Et il crée un drapeau colonial. Oui, avec l'Union Jack et puis un écusson qui montre bien l'activité principale. Des outils de bûcheron, un navire. C'est la fin de l'ambiguïté, du moins du point de vue de Londres. Et politiquement, dans cette nouvelle colonie, comment ça s'organise? Gautier dit que c'était pas très démocratique au début. Ah non, pas du tout. Le pouvoir reste très concentré. Avant 1862, il y avait une assemblée élue, mais c'était le suffrage censitaire. C'est-à-dire que seuls les riches votaient. Exactement. Les hommes qui payaient assez d'impôts. Donc en gros, les propriétaires forestiers blancs ou créoles. C'était hyper restrictif. Et après 1862? Eh bien, cette assemblée élue est carrément remplacée par un conseil législatif. Et ses membres sont nommés directement par Londres. Ah oui, donc encore moins de pouvoir local. Voilà. Le contrôle est encore plus direct par l'administration coloniale et une petite élite locale alliée. Le droit de vote va rester très, très limité pendant longtemps. Gautier donne un chiffre. En 1935, seulement 1,8% de la population pouvait voter. C'est dérisoire. Ça s'élargit ensuite, mais très progressivement. La source mentionne le vote des femmes en 1934. C'est peut-être un peu tôt, mais c'est ce qui est écrit. En tout cas, cette période coloniale, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des tensions sociales. Loin de là. La structure coloniale, l'économie qui dépend des hauts et des bas du marché du bois, les inégalités sociales, raciales, tout ça crée des tensions constantes. Gautier donne des exemples. 19. C'était souvent des vétérans de la Première Guerre mondiale. Ils revenaient avec des idées d'égalité, de reconnaissance, et ils ne trouvaient pas ça du tout. Compréhensible. Et puis, en 1934, en pleine crise économique mondiale, le crash de 29 a eu des effets dévastateurs sur l'industrie forestière, beaucoup de chômage, il y a un grand mouvement de protestation, mené par les travailleurs forestiers qui demandent de meilleurs salaires, de meilleures conditions. On sent l'émergence d'une conscience politique, ouvrière. Tout à fait, ça commence à bouger sérieusement. Et on imagine que ces tensions, ça va nourrir la suite, la marche vers plus d'autonomie, puis l'indépendance au XXe siècle. Exactement. La Grande Dépression, puis la Seconde Guerre mondiale, ça accélère les prises de conscience. Les mouvements nationalistes, les syndicats s'organisent. Et puis, il y a l'influence des idées d'autodétermination qui circulent dans tout l'Empire britannique après 1945. Le Belize obtient l'autonomie interne en 1964.
qu'est-ce que ça change concrètement? C'est là qu'on commence à parler de Belize plutôt que d'Honduras britannique. Alors, l'autonomie interne, ça veut dire que le gouvernement local, qui est maintenant élu par la population, le suffrage universel a progressé entre-temps, prend en charge la plupart des affaires intérieures. L'éducation, la santé, l'économie? Voilà. Mais Londres garde la main sur la défense et les affaires étrangères. C'est quand même une étape énorme vers la souveraineté. Et le nom? Oui, c'est à ce moment-là que le nom Belize commence à être préféré. L'origine du nom est incertaine d'ailleurs, peut-être maya, espagnol, ou même le nom d'un pirate écossais, Wallace. Ah, encore les pirates, hein. Toujours. En tout cas, on veut marquer une identité propre, différente de l'héritage purement colonial et du voisin, le Honduras. Le changement de nom officiel, c'est en 1973. Mais l'indépendance complète, elle tarde seulement en 1981. Pourquoi si tard? Le gros obstacle, c'était toujours la menace du Guatemala. Ah oui, le fameux traité non respecté. Exactement. Tant que ce problème n'était pas réglé, ou au moins maîtrisé, l'indépendance semblait hyper risquée. Le Guatemala menaçait carrément d'envahir le pays dès que les Britanniques partiraient. Et comment ils ont fait alors? Il a fallu une campagne diplomatique intense, menée par le leader nationaliste George Cadell Price. Il a fallu obtenir le soutien de l'ONU, des pays du Commonwealth, des pays non alignés, pour isoler le Guatemala et garantir la sécurité du futur État. Ça a marché. Oui, mais l'indépendance, le 21 septembre 1981, elle n'a été possible que parce que la Grande-Bretagne a accepté de laisser des soldats sur place pendant plusieurs années, pour dissuader toute attaque. Une indépendance sous protection en quelque sorte. Le texte liste ensuite les dirigeants depuis 81, on voit qu'il y a une alternance politique, ça fonctionne. Oui, le Belize est une démocratie parlementaire stable, membre du Commonwealth. Le chef de l'État symbolique, c'est le roi d'Angleterre, représenté par un gouverneur général. D'ailleurs, la gouverneure générale actuelle, Froila Tsalam, c'est la première personne d'origine maya mopane à ce poste. C'est intéressant. Ah oui, c'est un beau symbole. Et le vrai pouvoir, c'est le Premier ministre, issu du parti majoritaire. Depuis George Cadell Price, qui est vraiment le père de l'indépendance, il y a eu plusieurs alternances entre les deux grands partis, le PUP et l'UDP. L'actuel, c'est Johnny Briceño. Donc oui, ça montre un système démocratique qui fonctionne, malgré tous les défis. Alors si on revient à notre point de départ, à l'analyse de Gauguin, comment on résume cet héritage imbogue? Qu'est-ce qui fait du Belize cette exception? Gauguin insiste vraiment sur cette naissance très particulière. Pas une colonisation classique, planifiée, mais une implantation interlope, née de la piraterie, de l'exploitation forestière un peu clandestine. Dans une zone tampon disputée entre l'Espagne et l'Angleterre. Voilà, une économie qui a longtemps reposé sur une seule ressource, le bois, et sur l'esclavage. Une société façonnée par ces conflits, par l'arrivée de plein de groupes différents, européens, africains, créoles, mayas, garifunas. Et puis plus tard des mestizos, des Indiens, des Chinois. Un vrai melting pot. Oui, et tout ça crée un pays culturellement très différent de ses voisins hispanophones. L'anglais est la langue officielle, mais il y a une très forte influence caribéenne aussi. Et c'est cette singularité qui, d'après Gauguin, explique pourquoi le Belize a été un peu oublié par les historiens de l'Amérique centrale. C'est son argument, oui. Comme il ne rentrait pas dans le moule de la colonisation espagnole, comme son histoire est plus liée aux Caraïbes britanniques, à la mer, à la forêt, il aurait été moins étudié, perçu comme une anomalie. Mais ce qui est passionnant, justement, c'est de voir comment cette histoire si complexe, pleine de violence, d'exploitation, c'est vrai, mais aussi de métissage, de résilience, de construction d'une identité vraiment plurielle, comment tout ça continue d'influencer le pays aujourd'hui. On a donc fait un bon tour d'horizon de cette histoire riche, mouvementée, des Mayas aux défis actuels, en passant par les pirates, les bûcherons, les esclaves, les conflits, la longue route vers l'indépendance. C'est une trajectoire vraiment unique. Ça explique sans doute pourquoi le Belize reste, pour beaucoup, un pays encore à découvrir. Absolument. Et ça nous laisse avec une question super importante, qui va au-delà de ce que Gauguin aborde ici. Comment cet héritage si particulier, cette histoire interlope, le poids de l'esclavage, le conflit avec le Guatemala qui n'est toujours pas résolu, ce statut unique de nation anglophone et caribéenne en Amérique centrale, comment tout ça, ça façonne le Belize d'aujourd'hui ? Oui, quels sont les défis actuels? Quels sont les défis, quelles sont les opportunités pour cette société incroyablement multiculturelle? Comment trouver sa voie entre la préservation de cet environnement exceptionnel, le développement économique, très lié au tourisme maintenant, et l'affirmation de sa place, si singulière, dans la région et dans le monde? Franchement, c'est une réflexion qui mériterait une autre discussion entière.
Tout à fait, c'est passionnant. Merci beaucoup d'avoir partagé cette analyse avec nous. Merci à vous. Et à très bientôt pour une nouvelle exploration.